En prévision de la Journée internationale des langues des signes célébrée chaque 23 septembre, l'émission Santé en priorité reçoit aujourd'hui les logopèdes Dr Corneille Ekolele pour parler de cette catégorie des personnes. Retenez aussi que selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans des pays en développement. Et en République démocratique du Congo, notre cher beau pays, les sourds font partie intégrante de notre société. Voilà pourquoi nous avons fait appel au docteur Corneille Ekolele pour nous parler de cette catégorie des personnes qui ont déjà cette maladie liée à la surdité. Alors docteur, bonjour. Bonjour. Comme promis, vous êtes revenu pour continuer avec la surdité. Oui, j'avais promis, je suis là. Ok. Alors, docteur, dites-nous en quelques mots, être sourd signifie quoi? Si vous pouvez rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Être sourd, c'est avoir l'incapacité de percevoir les sons, d'entendre la voix humaine et le bruit environnant. Donc, à cause d'un déficit, d'une maladie ou bien de médicaments surdosés et d'autres causes, on arrive à perdre l'audition. Et quand on a perdu son audition, on est incapable d'entendre les sons à divers degrés. Voilà, docteur Corneille Ekolele, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, la deuxième question est la suivante, docteur. Quel est le comportement des personnes qui assistent ou participent au diagnostic de la surdité? Bon, vous vous souvenez que au cours de l'émission passée, nous avons parlé de l'oreille avec toutes ses parties et les différentes sortes de surdité, les causes de surdité. Après avoir appliqué les tests sur les patients qu'on amène qui sont sourds ou bien qu'on soupçonne être sourds, après avoir appliqué les tests pour détecter la surdité, l'équipe médicale se retrouve entre eux et fixe un jour pour annoncer les diagnostics aux parents. Donc, au cours de cette séance-là, il y a les spécialistes, il y a les parents. Mais n'oubliez pas aussi, les parents à leur tour vont raconter ce qu'ils ont entendu là-bas à la société, c'est-à-dire à leur environnement. Je commence par les spécialistes. Les spécialistes, quand ils appliquent les tests, que ce soit pour la surdité, que ce soit pour le sida, que ce soit pour n'importe quelle maladie, ce sont des hommes comme tous les autres hommes. Ils sont aussi sensibles et ils se comportent d'une certaine façon comme n'importe quel homme. J'explique. Les spécialistes ont aussi peur d'annoncer la nouvelle aux parents. Comment? Il faut revenir en arrière. Dans le cas, par exemple, d'une personne, vous arrivez quelque part, on vous dit telle personne est morte. Alors, on vous délègue d'aller annoncer la nouvelle à sa famille. Vous, en tant que personne, vous allez vous mettre à leur place en vous demandant, mais je vais annoncer la nouvelle. Quelle serait leur réaction quand je vais leur annoncer que leur parent est décédé? À quelle heure je dois leur annoncer cela? Est-ce qu'ils doivent manger? Je vais leur annoncer quand ils sont affamés? C'est le matin, c'est midi, c'est le soir. Il va de même aussi pour les médecins. Quand un médecin a consulté, il doit annoncer les diagnostics auprès du patient. Les médecins aussi se retrouvent dans la même situation. L'équipe médicale se pose toujours des questions. Si on annonce aux parents, est-ce que les parents vont accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas accepter? À quelle heure il faut leur annoncer ça et qui va annoncer? Et souvent, il y a un débat.
Après, un prend le courage, il va annoncer. Alors, quand on annonce aux parents, les parents aussi ont les réactions. La première réaction, c'est le refus total du diagnostic. Vous dites que votre enfant n'entend pas, à partir des tests que nous avons faits, l'enfant n'entend pas, et l'enfant n'entend pas. Maintenant, les parents vont refuser ce diagnostic. Pourquoi ils vont refuser? Quand un homme se marie avec une femme, ils ont dans leur pensée une vue d'un enfant idéal. C'est-à-dire, ils doivent mettre au monde un enfant qui est intelligent, qui est beau, qui va terminer les études, qui sera comme ses parents et qui sera un responsable dans la société, qui va aider leurs parents. Alors, avec cette conception-là, quand on annonce que votre enfant est sourd, ou bien votre enfant souffre d'une grave maladie, les parents n'acceptent pas du coup. Parce que dans leur conscience, leur enfant, c'est un enfant normal, c'est un enfant idéal qui possède tout le possible. Dans ce cas précis, docteur, que faire maintenant pour faire accepter aux parents que l'enfant est sourd? Il faut les laisser évoluer. Il faut les laisser évoluer. Ils refusent. Et quand ils refusent, ils vont où? Ils vont chercher le remède miracle. Donc, ils vont courir d'un spécialiste à l'autre, même voir les charlatans, les oracles, ils vont courir. S'ils étaient chez les médecins, ils sont pas d'accord, ils vont chez les pasteurs vont dire, nous allons prier, il y aura un changement, votre enfant va commencer à entendre et tout ça. Et puis, on attend, l'enfant ne parle pas, l'enfant n'entend pas, on va maintenant voir un oracle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre enfant ne parle pas à cet âge-là? Les autres ont parlé, par exemple, très tôt, mais lui ne parle pas. Ils vont courir en rond, à gauche, à droite, et puis il n'y aura pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, après un certain temps, ils se rendent compte que c'est une réalité qu'on est en train de vivre, il faut accepter. Alors, ils rentrent encore chez les spécialistes, la personne qui trouve qu'il leur avait dit vraiment la vérité pour suivre ses conseils et qui va aboutir aux soins de santé dans les cas où c'est la surdité due à une maladie, à la scolarisation, si on sait qu'il n'y a pas d'autre traitement à faire, et alors le processus s'arrête là et l'enfant suit son cursus normal tel que prévu par la science. Maintenant, troisième personne qui participe, qui réagissent au diagnostic, c'est la société. Que ce soit en Europe ou que ce soit ici en Afrique, dans la société traditionnelle, la venue d'un handicapé ou d'une personne vivant avec handicap a été considérée au départ comme un test de Dieu. Dieu est en train de tester les hommes pour voir quel est leur comportement vis-à-vis de leurs frères. Comment ils perçoivent la présence des handicapés que Dieu a envoyé parmi eux. Alors, c'est un test de Dieu vis-à-vis de la société, parce que Dieu prône la convivialité, Dieu prône l'amour du prochain. Alors, ça, c'était la première réaction des sociétés anciennes, que ce soit en Europe aussi ou ici chez nous en Afrique. On considérait comme ça. Moi, je suis né au village et j'ai connu quand même certains cas d'un handicapé physique dans mon village qui était intégré avec ses pairs. Quand il jouait au foot, lui, il ne marchait pas et il jouait au foot avec sa main. On lui fait une passe, la balle arrive, il l'attrape, il fait passe avec sa main et il jouait comme tout n'importe quel enfant. On l'amenait à la pêche. Si on va à la pêche, on les laisse quelque part, on cherche un bon endroit où il n'y a pas de danger.
ils restent là et le groupe se disperse, ils vont pêcher. À la fin, ils amènent le poisson et on fait des parts égales. Donc, dans ces cas-là, les handicapés étaient acceptés dans la société. En évoluant, on constate que certains handicapés se comportent très mal dans la société, soit en menaçant les autres, soit il y a même des handicapés qui mendient, il y a des handicapés qui font partie des groupes de criminels. Donc les handicapés en ce moment-là deviennent une personne dangereuse et les autres commencent à fuir. Il y a même dans notre société des valides qui se font aveugles dans la rue, ici en ville. Il y en a d'autres qui se font sourds dans les bus, par exemple. Ils s'expriment par des gestes alors qu'il est entendant. Et tout ça, ça nuit à la société. Ça nuit à la personne handicapée, surtout à la personne sourde. Okay. Alors, comment doit-on communiquer avec les sourds? Comme vous l'avez dit, c'est difficile pour que la société puisse l'accepter. Et les parents même qui a mis au monde cet enfant qui est sourd, pour recevoir cette nouvelle-là, ces parents-là ont du mal à pouvoir gober cette situation. Alors, comment communiquer avec ces sourds? Bon, il y a plusieurs façons de communiquer avec les sourds. La première façon serait d'utiliser leur propre langue. Les sourds ont leur langue. Depuis la naissance, ils utilisent la langue des signes. Ils font des gestes et ces gestes-là leur permettent de communiquer tout ce qu'ils ont comme sentiments, comme pensées et tout ça. Alors, il y a deux types de gestes. Il y a la langue des signes proprement dit de sourds. Ce sont des gestes qui sont utilisés, gestes plus gestes. Il n'y a pas de déterminants, c'est-à-dire les articles, il n'y a pas de mots de liaison. Par exemple, si je veux dire que je mange la viande, je vais dire, le sourd va dire, ça veut dire je mange viande. Mais il y a aussi la langue, les langues signées. Une langue signée, c'est une langue des signes qui copie la langue naturelle ou la langue maternelle utilisée dans les milieux. Par exemple, si je veux dire la même chose, je mange la viande, je vais dire je mange la viande. J'ai ajouté l'article. Là, il y a deux sortes de langues de signes. Donc, j'ai dit la langue des signes utilisée par les sourds, qu'il n'y a pas de déterminants, il n'y a pas de moyens, de mots de liaison, et les langues signées qui copient exactement la langue parlée dans les milieux. Par exemple, chez nous ici, la langue officielle, c'est le français. Eh bien, les gestes que vous faites, ça doit suivre les mots qui sont dans la phrase. La sourdité, docteur, vous n'allez pas... Après les langues des signes, il y a le langage oral. Et on a commencé à apprendre à assurer l'éducation des sourds par le langage oral, au lieu d'utiliser la langue des signes qui est leur langue. Pourquoi? Parce que dans la société, dans notre monde, les entendants sont majoritaires et les sourds sont minoritaires. Alors, dans notre société, nous parlons. Toutes les informations passent par le langage oral. Et puis, qui va suivre le langage écrit, et ainsi de suite. Mais, on parle. Alors, les premiers sourds qui ont poussé la société à s'occuper d'eux, ce sont les sourds nobles. C'est la présence des sourds dans la royauté espagnole. Il y avait un sourd qu'on a appelé, qui s'appelait Francesco, qui appartenait à la noblesse espagnole. C'est un prince.
mais qui était caché quelque part. Et puis, on a pris un enseignant qui a commencé à lui apprendre à parler. Et l'enseignant s'appelait Pablo Ponce de León. Alors, à l'époque, ce n'était pas une école, c'était seulement le préceptorat. Donc, on a commencé à apprendre aux sourds à parler. On continuera après avec l'idée de la scolarisation, quand on parlera de la scolarisation. Alors, les sourds vivant dans un monde où les entendants sont majoritaires, ils subissent la loi de la majorité, donc ils doivent apprendre à parler. Mais quand on parle à un sourd, il y a des problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème des sosies labiaux. Regardez, si je vais dire papa, maman et baba. Je vais dire, quand vous regardez mes lèvres, l'image labiale est la même. Que je dise papa, baba ou maman. Si je dis quoi? Je sais pas. Je recommence. Allez-y. Pardon. C'est ça. Vous voyez, j'ai dit bateau, marteau, poteau. Ok. Donc, l'image est la même. Donc, qu'on dise papa, qu'on dise maman, qu'on dise baba, c'est la même chose au niveau labial. Or, les sourds reconnaissent ce que nous disons grâce à la lecture labiale. Ils regardent le mouvement de nos lèvres et nos gestes et ils comprennent ce que nous parlons. Ils ne peuvent comprendre que les sourds qui ont été scolarisés, les sourds qui ont étudié, qui savent que quand on ouvre la bouche comme ça, c'est A, quand c'est comme ça, c'est O, et si je fais, là c'est papa, si je dis le pantalon, donc il suit et il regarde vos gestes, il regarde aussi le mouvement de vos lèvres. Or, il y a une difficulté, quand je parle, il y a des mots qui se confondent. Alors, des sosies labiaux, ça nous empêche. C'est déjà une difficulté quand on apprend à parler aux sourds. Et en plus, même au niveau gestuel, il y a un problème qui se pose aussi au niveau de la communication. Vous pouvez utiliser un geste croyant que c'est ces gestes-là qu'on utilise pour telle chose, mais les sourds comprennent ça autrement. Et ça crée un quiproquo. Donc, en ce moment-là, il y aura un problème. Moi, je me souviens, j'ai vécu deux événements que je peux vous raconter sur la barrière de communication avec les sourds. En 1979, je me préparais à aller en Belgique pour faire mes études de logopédie et j'étais professeur de français à la première école de sourds dans les Bandundu, première école de sourds d'Afrique francophone dans les Bandundu à Beno, à 80 km de la ville de Bandundu. Et ce matin-là, j'avais cours, c'était la deuxième heure, et il y avait mon collègue qui enseignait les maths, qui était à l'intérieur. Il était l'heure, 8 heures déjà, et je devais entrer. Mais il y avait une discussion, et au cours de la leçon, le professeur avait dit à une des sourdes qui était Moulouba, que le Balouba mange les chiens, la viande des chiens. Alors, les autres sourds ont commencé à se moquer de la fille. Et puis après, il y a un débat, s'était engagé. Et moi, je devais entrer. J'avais intervenu auprès de mon collègue pour dire qu'il pouvait sortir. Moi, je vais m'occuper des enfants. Et bien, avant de commencer le cours, c'était difficile parce que les débats continuaient. Je les ai calmés. Je dis, bon, comprenez que dans chaque tribu, il y a un défaut. Les Yansi, ils mangent, les Bayansi, ils mangent le jus d'orange avec le foufou quand il n'y a pas de nourriture, ou bien avec la chikwante. Les Balouba, ils mangent la viande des chiens. Les Bambala mangent les serpents. Alors j'ai continué comme ça, croyant que c'était terminé. Il y a une sourde qui avait amené la nouvelle auprès des éducateurs.
c'est-à-dire les surveillants des sourds. Il leur a raconté que M. Kolele vous a insulté là-bas. Il a insulté tous les Bambala en disant qu'ils ont un petit diplôme et lui a un grand diplôme. Parce qu'à l'époque, j'étais parmi ceux qui avaient réussi aux examens d'État à l'époque de Marcotte, qui était très difficile, cette période-là d'examen d'État, il y avait beaucoup d'échecs. Alors, ils ont raconté, la fille a raconté comme ça. Les éducateurs ou le groupe de surveillants sont allés m'accuser à la direction et on m'avait convoqué. Je suis allé là-bas, il fallait donner des explications. Et j'étais même menacé. La sœur directrice m'a dit, si je n'expliquais pas bien la situation, je devais être sanctionné et entre autres, je devais rater mon voyage. Alors, vous voyez, par exemple, c'est un problème de communication qui s'est posé malgré que j'étais professeur de sourds. Un deuxième exemple, en France, il y avait un professeur qui a enseigné le brouillard. Ce n'est pas à n'importe quel moment on trouve le brouillard en Europe, même chez nous ici, c'est autour de, à peine avant la saison sèche. Alors le professeur avait attendu le moment, et ce jour-là il y avait le brouillard, ils étaient sur un terrain de foot, et il y avait un buisson, une forêt de l'autre côté, et le professeur a commencé à enseigner sa leçon en montrant le brouillard aux enfants. Malheureusement pour lui, à la fin de la leçon, quand il expliquait de regarder le brouillard, c'est ça qui est la fumée que vous voyez devant en langue des signes et en parlant, il y a une Mercedes noire qui était passée. Maintenant, la leçon est terminée, on arrive en classe, maintenant, il demande aux sourds de dessiner le brouillard. Tous les enfants, les 7 enfants qui étaient dans la classe avaient dessiné une Mercedes noire. Okay. Donc, vous comprenez, c'est pas facile de communiquer avec les sourds. Et même si vous utilisez leur langue, la langue des signes, même si vous utilisez le langage oral, il y a toujours un quiproquo. Il y a beaucoup de chances d'avoir une incompréhension, donc il faut bien s'assurer. Et ce qui est recommandé actuellement, c'est quoi? C'est faire la communication totale. C'est-à-dire, on utilise et les gestes qui est leur propre langue, mais vous devez bien maîtriser les gestes, et puis parler en même temps aux sourds. Et si dans les cas échéants, si c'est impossible, vous utilisez l'écriture, c'est aussi une possibilité, un moyen pour communiquer avec les sourds qui ont été scolarisés, qui ont étudié, qui maîtrisent l'écriture, vous écrivez les mots. Donc, la même leçon, si je veux enseigner le bateau, je parle, on va étudier le bateau. Alors, le bateau, en langue des signes congolaise, c'est comme ça. Nous allons étudier le bateau. Donc, ça, c'est le bateau, en langue des signes. J'écris le mot bateau au tableau. Okay. Et je parle, c'est le bateau. Donc, on associe les parler, l'écrit et la langue des signes. Okay. Donc, il y aura beaucoup de compréhension dans ce sens-là. Et s'il y a moyen, vous prenez aussi une image qui représente un bateau, vous montrez à la personne sourde, comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre message est passé. Merci beaucoup, docteur. Je suis en train de rappeler à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, même les internautes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Nous sommes en train de parler de sourds, donc des personnes malentendantes. Alors, c'est avec le docteur Corneille Ekolele, qui est logopède en République démocratique du Congo. Alors, docteur, c'est vrai, la surdité étant une maladie qui directement aussi fait en sorte que ces personnes qui en souffrent vivent dans un handicap déjà. Alors, comment arriver à scolariser ces genres d'enfants? Parce que ce n'est pas aussi facile, comme vous l'avez dit. Bon, la scolarisation reprend textuellement ce que je venais d'expliquer. Je vous ai dit, les sourds sont minoritaires, ils vivent dans une société des entendants. Les premières écoles des sourds, c'était des écoles oralistes. C'est-à-dire, les sourds devaient apprendre à parler au lieu de faire les gestes. Et d'une façon vraiment stricte.
c'est-à-dire parler, ne pas faire les gestes. Il y en a même qui les obligeaient à croiser les bras ou bien on leur lit les bras derrière de façon qu'ils parlent seulement. Donc, vraiment, l'oralisme pur. On apprend, on parle des voyelles, on apprend au sourd à prononcer les voyelles. Par exemple, A, O, U, E, I, U, E. Alors, on associe ces différents mouvements et la prononciation avec l'écriture. Et après, il y a les consonnes qui vont s'ajouter et ils vont former les syllabes avec les voyelles. Puis après, en mélangeant les syllabes, on obtient des mots et ça se fait comme normalement, comme on fait à l'école ordinaire, mais il faut des spécialistes. Vous avez vu, j'ai fait ces mouvements-là avec des gestes précis. Hein? Avec des gestes précis. Ce sont des gestes d'une méthode qu'on appelle la verbotonale. Si j'inspire, je fais ah, voilà. Ça me fait sortir ah. Je peux faire c'est O. Donc, il y a des gestes, des mouvements, des techniques qu'on utilise pour apprendre à parler à un sourd. Alors, allez-y. La première possibilité, c'est leur apprendre à parler. Et la première école qui a existé, c'est une école anglaise. C'était un monsieur qu'on appelait Baker qui a créé cette école-là. Donc, mais la majorité c'était aussi très pratiqué en Italie et en Espagne. Deuxième type d'école, ce sont les écoles gestualistes. Et ce sont les écoles les plus répandues parce que les gens utilisent la théorie que le sourd a sa langue maternelle. Cette langue maternelle-là, c'est la langue des signes. Comme ils ont leur langue maternelle, eh bien, on leur apprend tout ce qui existe dans la société ou toutes les matières dans leur scolarisation en langue des signes. C'est le cas aux États-Unis. Allez aux États-Unis, il y a des écoles, par exemple les Gallaudet College, de la maternelle jusqu'à l'université, tous enseignent en langue des signes. Et bon, on utilise aussi le langage écrit comme appui dans l'optique que je venais de dire de la communication totale, mais vraiment, si vous ne connaissez pas la langue des signes, vous ne saurez pas accéder là-bas, vous ne saurez pas comprendre, bien suivre le cours là-bas. Donc, ça fait les écoles qui apprennent aux sourds à parler, malgré les barrières qu'on rencontre à partir des mouvements des lèvres. Il y a les écoles qui apprennent tout aux sourds par la langue des signes. Et après, on s'était dit, ben, l'oral a ses faiblesses, la langue des signes a ses faiblesses parce que les entendants ne veulent pas apprendre la langue des signes, ça ne les intéresse pas, c'est pas leur problème. Alors, comme les entendants ne veulent pas, ils veulent qu'ils parlent, les sourds s'expriment par les gestes, on associe les deux. On fait la méthode bimodale, c'est-à-dire avec deux méthodes de communication, l'oral et l'écrit. Ça n'a pas suffi. Plus tard, on a dit, bon, c'est mieux d'utiliser la communication totale. Tous les moyens nécessaires à notre portée pour apprendre à parler aux sourds, pour apprendre aux sourds à maîtriser, à bien comprendre les matières qu'on leur enseigne. Alors, docteur, juste une question. Est-ce que la surdité est une maladie innée? Oui, la fois passée, quand on avait parlé des sortes de surdité, j'avais signalé dans les causes de surdité. J'avais dit qu'il y a d'abord les maladies qui étaient à la base de la surdité. J'avais dit la rubéole, la méningite, les oreillons, plusieurs maladies. J'avais parlé aussi des médicaments qui, pris à forte dose, comme la gentamicine, la streptomycine, la kanamycine, la gentaline, même l'aspirine, quand vous le prenez en grande quantité,
dans votre vie avant les 40 ans, ça vous sauve. Mais plus tard, ça va accélérer une hypoacousie, c'est-à-dire une baisse d'audition. Donc, j'avais parlé aussi de l'hérédité. La surdité qui se transmet entre parents ou les grands-parents vers les parents et les parents qui transmettent aux petits-fils. Donc, les parents, la mère doit être porteuse du gène de la surdité et le père aussi doit être porteur du gène de la surdité pour donner naissance à un enfant sourd. Puisque ces personnes sourdes vivent déjà avec leur handicap, qui est la surdité, alors quelles sont les professions qui exercent cette catégorie de personnes? Aujourd'hui, presque toutes les professions sont accessibles aux sourds. Sauf depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, toutes les professions qui nécessitent un début de langage élaboré, ça, les sourds ne doivent pas pratiquer. Par exemple? Par exemple, le journalisme. Par exemple, être avocat. Peut-être, on peut avoir un avocat pour le sourd muet qui est sourd, qui termine les études. Peut-être prochainement, on aura un avocat aussi sourd. Un étudiant qui vient de terminer, il n'est pas encore avocat, mais il vient de terminer en droit. Il avait d'abord terminé dans un autre domaine à Goma, mais il venait de terminer en droit. Maintenant ici, il a 2 titres universitaires. Donc, tout ce qui nécessite une élocution élaborée, une communication orale très profonde et qui nécessite un bagage intellectuel bien précis. Et il faut être cultivé, les sourds n'ont pas accès. Et journalisme, être avocat, être acteur de cinéma, parlant. Et puis, vous pouvez continuer, hein, tout ce que vous nécessite vraiment que la personne doit parler tout le temps, doit s'exprimer tout le temps. C'est très difficile à accepter qu'un sourd accède à ces professions. Mais les autres professions, bon, dans le temps, c'était plus les travaux manuels. Les travaux manuels qui étaient plus, qu'on utilisait plus dans dans la formation des sourds. La cordonnerie, la menuiserie, la coupe et couture surtout. Actuellement, il y a l'informatique, qui les sourds vraiment, surtout aux États-Unis, il y a l'informatique et puis dans tout ce qui est ingénierat en chimie, dans plusieurs matières. Est-ce qu'on peut croire que, par exemple, un sourd ait un titre de doctorat en sciences, en lettres, en linguistique en France? Il y a une sourde que j'ai connue en France aussi, qui s'appelait Louvet, qui est docteur en linguistique de l'université de Sorbonne. Malgré que c'est un domaine très difficile dans le domaine du langage, mais il y a une dame qui est arrivée à faire ça. Mais aux États-Unis, en tout cas, presque toutes les professions, tout ce qui est ingénieur en chimie, ingénieur en ceci, ingénieur en quoi, et on retrouve quand même les sourds là-dedans. Et actuellement aussi, la conduite auto, il y a des sourds qui conduisent les voitures. Mais je me souviens avant d'aller en Europe, commencer les études de logopédie, c'était interdit même en Europe aux sourds de conduire une voiture. Okay. Donc il y a une forte évolution. Oui, il y a un progrès. Il y a un progrès. Chez nous ici, nous avons 3 de nos enfants, de mes anciens élèves de l'école des sourds de Beno, qui sont partis aux États-Unis, qui sont des licenciés du Gallaudet College, l'université américaine. Tous les 3 sont des licenciés. Je venais de vous dire aussi, il y a un sourd qui est ici, il s'appelle Debbie, il est de Goma,
il a deux licences. Une licence en droit, une licence, je pense, dans les domaines de développement. Et d'ailleurs, il avait accepté de venir sur le plateau là, à l'émission prochaine. Okay. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions liées aux personnes sourdes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, avec moi, même si ces personnes vivent avec cette maladie ou encore cet handicap, mais il est possible de pouvoir intégrer ces différentes personnes dans notre société. Alors là, nous disons merci au docteur Corneille Ekolele d'avoir répondu à notre préoccupation et surtout, nous vous remercions et juste un mot à toutes les personnes sourdes qui nous suivent. Je parle aux enfants sourds qui me suivent maintenant. Moi, j'ai parlé des sourds, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interprète. Prochainement, je vais appeler beaucoup de sourds ici à la télévision. On va parler des mariages des sourds. On va parler des travail des sourds et comment les sourds ont des difficultés dans les moyens de transport, comment les sourds ont des problèmes à l'hôpital. Donc, la prochaine fois, les sourds nombreux seront avec moi ici à la télévision. Alors, ne soyez pas jaloux. Comprenez que prochainement, on va parler avec vous ensemble. Okay. Merci beaucoup. Mais aux parents, c'est comme la fois passée, j'avais dit, tous ces efforts que nous faisons, on accepte de venir à la télé, on abandonne d'autres occupations, c'est pour le bien de nos enfants. Et surtout, pour informer les parents qui ont des enfants sourds. C'est vrai que c'est lourd, mais ailleurs, c'est développé. Et chez nous aussi, ça commence à se développer. Donc, ne ratez pas l'occasion de garder, d'éduquer vos enfants. Amenez vos enfants dans les écoles, même si ce n'est pas encore au top, où on doit former, comme Madame Louvet du Congo, qui a un doctorat en linguistique, mais au moins, il y a des sourds qui ont terminé les études, et à l'émission suivante, vous verrez des enfants, des grands sourds qui sont mariés, qui ont des enfants, qui travaillent, preuve que la scolarisation chez nous apporte quand même un plus. Et tous ceux qui seront sur le plateau, ils travaillent. Chacun vous parlera de son travail, des difficultés qu'il rencontre avec sa famille et comment il a trouvé des solutions pour vivre comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous disons merci. C'était l'émission Santé en priorité sur la télévision numérique C24A+. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à la même chaîne et à la même heure. Merci beaucoup.